What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour et bienvenue dans What's Next, le podcast destiné aux acteurs qui font bouger les lignes de l'efficacité énergétique. Je suis Sarah Judic, chef de projet communication chez Adviseo et j'ai le plaisir d'animer ce deuxième épisode. Avec l'augmentation des périodes de forte chaleur ces dernières années, le taux d'exploitation des équipements CVC dans le tertiaire est en constante évolution et augmentation. La saison estivale approche et la production de froid pour vos bureaux est donc un enjeu majeur. En parallèle, il est également primordial de poursuivre la baisse des consommations énergétiques des bâtiments. Dans cet épisode, nous allons donc voir comment concilier cela et optimiser la mise en route de vos équipements de froid. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Marin et Karim, Energy Manager chez Adviseo. Bonjour Marin. Salut Sarah. Bonjour Karim. Bonjour Sarah. Vous allez bien ? Très bien, merci. Ouais, super. Dans un premier temps, pour parler de cette thématique, je vais vous laisser peut-être vous présenter chacun et peut-être nous expliquer ce qu'est un équipement CVC et quelles sont les bases à savoir sur cette thématique. Donc on va peut-être commencer par Marin, si tu peux te présenter. Ouais. Je suis donc Marin Béaguel, je suis ingénieur en efficacité énergétique chez Adviseo depuis presque 3 ans maintenant et j'ai travaillé principalement sur des projets tertiaires avec des bâtiments en exploitation, donc des parcs d'immeubles de bureaux. Et Karim ? Donc moi c'est Karim Ayata, je suis également Energy Manager chez Adviseo et tout comme Marin, voilà, ma mission va principalement s'articuler autour de projets de bâtiments tertiaires, qu'ils soient publics ou privés, mais également des commerces de la grande distribution. Voilà, donc mon rôle, pour moi, ça va être d'identifier les opportunités d'optimisation et de proposer des solutions qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments, tout en maintenant le confort et la productivité. Et Marin, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un système CVC, en quoi ça consiste ? Ouais, carrément. Alors, un système CVC, donc CVC, c'est l'acronyme pour chauffage, ventilation, climatisation. Donc en fait, ça regroupe tous les systèmes techniques qui vont permettre aux bâtiments en fait d'assurer différentes fonctions. Donc c'est la qualité de l'air au sein du bâtiment, la circulation de l'air, donc tout ce qui est ventilation, et également le confort, donc le confort thermique. Ces systèmes-là, ils sont consommateurs d'énergie, donc on travaille avec nos clients là-dessus pour optimiser tout ça. En parlant de ces systèmes qui consomment beaucoup en énergie, est-ce qu'on a des chiffres qui montrent justement à quel point ça consomme ? Oui, bien sûr, tout à fait, Sarah. Alors effectivement, pour vous apporter quelques chiffres sur les systèmes CVC, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des équipements très énergivores, donc on l'a dit, qui peuvent représenter jusqu'à 70% de la consommation énergétique totale d'un bâtiment. Donc, c'est une part plutôt considérable. Voilà, à savoir que le secteur du bâtiment représente à lui seul 44% de l'énergie consommée en France. Donc, loin devant les transports, par exemple, qui représentent 31%. Donc, ça permet un petit peu de situer la part importante des équipements CVC. Et est-ce qu'on a des obligations réglementaires qui sont liées à ces équipements ? Alors, en fait, dans l'idée, on va climatiser un bâtiment pour assurer des conditions de travail acceptables aux gens qui l'occupent. Et donc là, en fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on définit des conditions de travail acceptables ? Et donc là-dessus, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question de est-ce qu'il y a un cadre légal à ces conditions de travail ? Voilà. Oui, ce qui est important, c'est de surtout conserver un delta de température de 5 à 7 degrés maximum entre les espaces climatisés, donc les bureaux, et l'extérieur. Voilà, pour éviter de subir des irritations de gorge, des maux de tête ou encore un choc thermique. Si par exemple la température extérieure atteint 35 ou 40 degrés, comme c'est désormais régulièrement malheureusement le cas, il est quand même conseillé d'adapter la consigne de température en conséquence. Et on a beaucoup entendu parler aussi de réglementations telles que le décret éco-énergie tertiaire ou le décret BACS. En quoi ces réglementations vont impacter justement des équipements tels que ceux liés au froid ? Au niveau des réglementations, en effet, c'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place des réglementations pour limiter le réchauffement climatique. Et donc notamment, il y a le décret tertiaire qui, lui, définit des objectifs de réduction des consommations pour tous les propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires. Et donc, c'est 60% d'économie sur le parc tertiaire d'ici 2050.
Donc, comme l'a expliqué Karim, la CVC, ça occupe une place significative dans la consommation d'un bâtiment. Et donc, en effet, limiter les consommations, ça passe par limiter, optimiser en tout cas la consommation de la climatisation. Et au niveau des réglementations, on a aussi le décret BACS qui concerne donc tous les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Et donc en fait, ce décret, il indique que globalement, en fait, tous les équipements qui sont dotés de systèmes CVC d'une puissance utile supérieure à 70 kW devront être équipés d'un système d'automatisation et de contrôle qui permettra du coup de réduire la consommation d'énergie du bâtiment en question. Et donc ça c'est grâce. Donc ce système d'automatisation, en fait, c'est un système qui va mettre des programmes horaires, vérifier, gérer les consignes et les températures de manière automatique dans le bâtiment. Et donc en effet, ça va concerner la climatisation aussi. À ce niveau-là. Et vous l'avez dit, ces équipements liés au froid représentent une part considérable des consommations énergétiques d'un bâtiment. Comment on peut donc assurer la bonne remise en route de ces équipements de froid dans nos bâtiments? À la fin de la période de chauffe, on arrive dans une période de mi-saison qui est une période un peu stratégique et sensible d'un point de vue énergétique. En effet, on va essayer de maximiser la durée pendant laquelle on ne chauffe pas et on ne climatise pas. Donc là, bien sûr, on est dépendant de la météo qui peut varier beaucoup, comme on l'a vu récemment. Mais voilà, dans l'idée, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des dérives élevées avec de la destruction d'énergie. Si jamais en fait on a le chauffage en route le matin, le froid en marche l'après-midi, des choses qui sont pas très bien gérées, et donc il y a beaucoup d'adaptations de réglages à faire au niveau des systèmes CVC, donc au niveau des programmes horaires, au niveau des consignes, on pourra voir ça tout à l'heure. Effectivement, Marin, ça va être une période charnière comme tu disais, et d'où l'importance d'anticiper cette période-là en ayant une maintenance anticipée des équipements de clim et de froid, et ne pas attendre le dernier moment pour solliciter les frigoristes qui souvent sont pris à la gorge sur ces périodes-là. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment de contrôler tous ces systèmes, de procéder au contrôle réglementaire, mais également au nettoyage des équipements qui sont nécessaires. Donc, je pense notamment aux condenseurs qui sont fortement sollicités dans ces périodes-là. Et on parle d'anticipation. Est-ce qu'aussi il y a d'autres éléments auxquels il faut penser tout au long de l'année pour préparer cette période de reprise du froid dans les bâtiments? Ouais, alors juste là-dessus, il y avait peut-être un sujet aussi qui est important, c'est dans toute l'anticipation, il y a aussi vérifier le contrôle un peu de la régulation des systèmes de froid. Donc je pense notamment au groupe froid, vérifier que on a la possibilité de mettre des programmes horaires, de les arrêter en inoccupation et tout ça, parce que c'est quelquefois des choses qui sont pas vraiment vérifiées, et après on se retrouve en plein été avec un système qui est juste en marche arrêt, et donc on va l'allumer au début de l'été, l'éteindre à la fin de l'été, et donc on n'aura pas du tout une régulation fine en fonction de la météo et de l'occupation du bâtiment. Pour revenir sur ce que te demandait Sarah, il va y avoir des besoins en climatisation toute l'année, notamment sur les locaux informatiques qu'on peut être amené à retrouver dans les bâtiments. Donc ces locaux informatiques en fait ont des besoins de climatisation qui sont constants, quelle que soit la saison, et qui est nécessaire de climatiser. Et ce qu'on constate souvent sur les visites qu'on est amené à faire dans les bâtiments, c'est que la grande majorité de ces locaux informatiques, ils sont encore maintenus à des niveaux trop bas. Souvent entre 18 et 20 degrés. Et pourtant, avec les standards actuels, ces consignes peuvent être remontées de quelques degrés pour un fonctionnement moins énergivore, donc des équipements de clim, et sans pour autant compromettre la continuité de service. Mmh. Ouais, même pour info, chez certains de nos clients, on a même pu essayer d'arrêter complètement la climatisation de ces locaux-là en hiver. Et en fait, on se rendait compte que la température, elle dépassait pas des valeurs trop élevées, et donc finalement on pouvait en fin de compte arrêter la climatisation pendant tout l'hiver, et là on peut avoir du coup un gros gain énergétique par rapport à ce qui était fait les années précédentes. Donc c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes à tester, aller vérifier on va dire la dérive de température si on coupe la clim en hiver.
Donc on voit effectivement que c'est important d'anticiper et de mettre en place des actions avant. Mais une fois qu'on a justement mis en marche nos équipements, quelles sont les actions à mettre en place pour optimiser son système de froid et réaliser des économies d'énergie ? Alors oui, Sarah, avant de rentrer dans le détail des préconisations, je pense qu'il est important de faire un rappel sur les équipements CVC qu'on retrouve. Donc on va retrouver souvent des CTA et des terminaux dans les bâtiments. Donc les CTA, donc, ce sont des centrales de traitement d'air. Voilà, donc elles sont destinées à l'apport d'air neuf dans les bâtiments. Et j'insiste bien sur ce point, car souvent ces équipements sont utilisés pour chauffer ou climatiser les locaux, alors que ce ne sont pas vraiment leur fonction première, on va dire. Voilà, donc les CTA sont souvent équipés de batteries chaudes et parfois de batteries froides, c'est pas tout le temps le cas, et qui permettent selon la saison donc de préchauffer ou pré-refroidir l'air extérieur avant de le souffler dans les locaux. Voilà, une fois que cet air du coup a été acheminé dans les locaux à une température correcte, c'est là que les terminaux prennent le relais pour combler le delta de température manquant pour atteindre nos 19 ou nos 26 degrés selon la saison. Voilà. Et ce que j'entends par terminaux, du coup, ce sont les équipements comme des panneaux rayonnants, des unités de clim ou encore des ventiloconvecteurs. Ensuite, toujours concernant les consignes de température, on va faire en sorte de paramétrer ces équipements pour qu'ils ne produisent du chaud ou du froid que si les températures intérieures passent en dessous des 19 ou des 26 degrés, là, en l'occurrence en été. Et entre ces deux consignes, on va avoir ce qu'on appelle une bande morte, durant laquelle on va ne faire ni de chaud ni de froid, où les équipements vont faire que du brassage d'air, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'insiste bien sur ces consignes de température, car souvent, on parle souvent des consignes de température en occupation, donc les consignes de clim de 26 degrés à respecter, mais pas assez des consignes de réduit qui sont tout aussi importantes. Voilà, les soirs, quand les personnes quittent leur bureau et que le bâtiment est inoccupé. Donc les bâtiments sont souvent maintenus à des températures entre 28 et 30 degrés. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir repousser au maximum cette consigne de température pour que les systèmes de clim ne s'enclenchent pas ou très peu, et finalement laisser les températures dériver la nuit. Alors, effectivement, ce réglage va peut-être nécessiter une sensibilisation des occupants. Et Marin, est-ce que tu as des conseils aussi sur des actions qui permettraient de faire des économies d'énergie ? Ouais, Karim a beaucoup parlé des consignes. Et en fait, en parallèle des consignes de température, on va aussi jouer sur tout ce qui est programme horaire, donc toutes les plages de fonctionnement des équipements CVC. Et en fait, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc sur la période de transition entre l'arrêt du chauffage et le redémarrage de la climatisation. Là, il y a tout un sujet sur les plages de fonctionnement. En fait, en hiver, on va dire que le froid nocturne, il impacte, en fait, il fait perdre en calories le bâtiment. Donc ça va nécessiter un démarrage des équipements beaucoup plus tôt, notamment juste après le week-end, pour amener suffisamment de calories, enfin pouvoir réchauffer le bâtiment pour l'arrivée des collaborateurs vers 9h. Alors qu'en été, c'est l'inverse. L'air frais nocturne, il est bénéfique. Donc là, on va essayer de retarder, comme l'a dit Karim tout à l'heure, au maximum le démarrage des équipements de clim. Et du coup, pour ça, en fait, on n'aura plus du tout la même philosophie sur les programmes horaires. Et donc, il faut bien penser en fait à les modifier lorsque on démarre la clim. Donc là, typiquement, on va démarrer les CTA vraiment au moment où les collaborateurs arrivent, parce que les CTA, c'est juste pour l'air neuf. Et après, les équipements, donc les terminaux, ceux-là, donc là, ça va dépendre un petit peu des conditions extérieures, mais on va voilà, essayer de les faire fonctionner le moins possible. Il y a aussi des programmes horaires qu'on peut mettre sur les pompes qui vont faire circuler toute l'eau glacée dans le bâtiment et qui vont alimenter donc les terminaux. Et en fait, la philosophie, c'est toujours de se dire qu'il vaut mieux agir à la source d'énergie pour être sûr qu'on va réussir à couper et à optimiser au maximum. Et donc, mettre des programmations horaires sur ces pompes et couper la circulation d'eau pendant la nuit et le week-end, ça va nous assurer qu'on ne fait pas de climatisation et qu'on ne perd pas d'énergie à des moments où le bâtiment n'est pas occupé. Donc ça, c'est très important de vérifier ça. Et il y a une autre action intéressante sur les programmes horaires, mais c'est plutôt en fait une régulation selon la température extérieure. Donc, on va dire qu'on va définir un seuil de température extérieure
à partir duquel on démarre la climatisation. Donc, par exemple, souvent sur les bâtiments, il y a des sondes de température extérieure qui permettent de mesurer la température aux alentours et on peut se dire, tant qu'il ne fait pas plus de 20 degrés, on arrête, on ne démarre pas la production de froid. Est-ce qu'on a des actions aussi sur du peut-être plus long terme qui vont pouvoir impacter ou permettre d'optimiser ces systèmes de froid ? Oui, effectivement, Sarah. Donc, il est possible de faire des économies d'énergie avec des actions avec très peu d'investissement. Là, je pense notamment aux films solaires qui sont assez efficaces en été. Des films solaires, donc c'est des films qu'on va simplement poser sur les fenêtres des façades qui sont exposées plein sud. Voilà, donc là, l'objectif du dispositif, ça va être de protéger les bâtiments des rayons UV, notamment pour éviter les surchauffes et du coup moins solliciter les systèmes de climatisation. Voilà, donc c'est une solution qui est plutôt efficace avec un temps de retour sur investissement qui est en moyenne compris entre 3 et 5 ans, selon le type de film choisi. Voilà, et l'idée à travers ce dispositif-là, c'est que voilà, les mesures passives d'économie d'énergie soient privilégiées par rapport aux technologies énergivores. Et on entend un peu parler aussi de free cooling. Est-ce qu'un d'entre vous peut nous expliquer un peu ce que c'est et dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur nos équipements dans les bâtiments ? Le free cooling, c'est l'idée de profiter de la fraîcheur extérieure pour refroidir le bâtiment sans climatiser. Donc, on va profiter de cette fraîcheur extérieure, soit tout bêtement en ouvrant une fenêtre. Ça fera du free cooling. Et après, souvent, on parle d'utiliser les CTA pour faire du free cooling, donc faire tourner les moteurs de ventilation des CTA qui viennent aspirer de l'air frais à l'extérieur pour l'apporter dans le bâtiment. Le free cooling, il faut quand même faire attention parce que en fait, il n'y a pas tous les bâtiments qui s'y prêtent. Les bâtiments de bureaux, en fait, il faut qu'il y ait un accès à la dalle, à la structure béton du bâtiment, parce qu'en fait, c'est cette dalle-là qui a de l'inertie, et qui va pouvoir se charger en frigorie. Donc, typiquement, si on est dans un cas concret où notre bâtiment se refroidit pas assez la nuit, on voudrait profiter de la fraîcheur nocturne, on décide d'allumer les CTA la nuit. En fait, il faut vérifier qu'on n'a pas de faux plafond ou de faux plancher qui empêchent du coup un accès direct de l'air frais extérieur à la structure béton du bâtiment. Si on est dans les conditions idéales, en fait, on va pouvoir vraiment charger en frigorie la dalle béton et en fait, cette dalle-là, elle va pouvoir, on va dire, retranscrire toutes les frigories emmagasinées pendant la nuit, pendant la journée. Et du coup, ça va permettre de vraiment limiter l'usage du système de climatisation et donc de réduire la consommation d'énergie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Pour ça, il faut aussi s'assurer qu'au niveau des CTA, on a toute la récupération de chaleur, donc la récupération de chaleur sur l'air repris des bureaux, qu'il faut bien qu'elle soit désactivée pour profiter à 100% de l'air neuf extérieur. Est-ce que vous avez des exemples concrets mis en place chez vos clients à nous partager ? Alors ouais, là-dessus, j'ai un petit exemple qui peut être intéressant. En fait, nous, donc, chez Adviseo, on propose également à nos clients un EMS, donc Energy Management System. Donc, on a une plateforme qui permet de remonter toutes les consommations, donc notamment des distributeurs, mais aussi avec de l'IoT. On a un suivi assez fin des températures intérieures chez nos clients. Et donc, notamment pour les sujets liés à la climatisation, c'est hyper intéressant. En été, donc, on peut regarder les températures chez nos clients et en fait, assez vite, on peut se rendre compte qu'un bureau est climatisé, on va dire, tout un week-end alors qu'on sait qu'il est inoccupé par les informations que nous ont transmis l'occupant ou le propriétaire. Et donc, typiquement, on peut voir la température d'un bureau qui reste constamment à 20 degrés alors qu'il a fait plus de 30 degrés pendant tout le week-end. Là, ça nous permet d'identifier vraiment qu'il y a un problème de régulation sur cette zone-là. Et donc, on peut travailler ensuite avec l'exploitant pour
pour trouver une solution. Donc, modifier le programme horaire, mettre en place un programme horaire, voilà, des choses comme ça. On parlait tout à l'heure de la sensibilisation des occupants, notamment Karim, toi qui l'as évoqué. Justement, par rapport à ça, quel rôle les occupants d'un bâtiment ont-ils à jouer l'été ? Il y a pas mal de choses qu'on doit savoir ou connaître en tant qu'occupant. Il y a, on va dire, le b.a.-ba, en fait, c'est dès lors que la climatisation est allumée, il faut surtout pas ouvrir les fenêtres parce que le système de climatisation il est dimensionné pour une certaine puissance et si les fenêtres sont ouvertes, en fait, c'est comme si on était dehors et notre système de clim, il n'est pas du tout capable de refroidir un espace gigantesque comme l'extérieur. Donc, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est dès qu'on allume la climatisation dans notre bureau, il faut que l'espace soit le plus petit possible. Donc, si on a un petit bureau avec une porte, il faut essayer de fermer la porte. Il faut vérifier que toutes les fenêtres sont fermées. Voilà, pour en fait donner le plus de chance à notre système de clim de combattre la chaleur. Voilà. Et après, par contre, en effet, si la clim est arrêtée et qu'on ne veut pas mettre de clim ou qu'on n'a pas la clim dans notre bureau, dans ce cas-là, en fait, c'est une philosophie complètement différente. On va plutôt ouvrir les fenêtres. Oui, c'est ça. Effectivement, Marin. Donc, il y a certains également possible effectivement d'ouvrir les fenêtres pour créer des courants d'air. Donc, ça semble être du bon sens, mais qu'il est important de mettre en pratique, de créer des courants d'air afin de moins solliciter les systèmes de climatisation sur les bâtiments. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on ne fait pas les deux en même temps, donc pas les fenêtres ouvertes lorsque la clim fonctionne. Y a un petit sujet aussi, c'est on peut avoir sur certains bâtiments des contacteurs de fenêtres. Donc ça, en fait, c'est les systèmes qui détectent si les fenêtres sont ouvertes ou pas. Et normalement, dès qu'une fenêtre ouverte est détectée, le système de clim s'arrête dans la zone concernée. Donc ça existe. En exploitation, on se rend compte quelquefois que finalement, ils sont pas forcément très fiables, ces contacteurs de fenêtres. Donc voilà, même si on en a connaissance et qu'il y a ça dans notre bureau, il vaut mieux toujours penser à clim en marche, fenêtre fermée obligatoirement. Oui, effectivement. Après, il y a d'autres leviers sur lesquels jouer. Là, je pense notamment aux équipements en veille. Donc voilà, donc toutes ces mesures de bon sens doivent s'accompagner de changements et parmi ces actions de sensibilisation simples, on a il y a des communications qui peuvent être faites aux occupants justement sur la coupure de tout ce qui est l'éclairage quand la météo le permet, qu'on a un éclairage suffisant. Ouais. Et enfin, on l'a pas évoqué, mais c'est aussi un sujet vraiment important, c'est donc les apports solaires, parce que c'est surtout ça en fait qui vient faire chauffer l'intérieur des immeubles, c'est la radiation du soleil à travers les vitres et donc là-dessus en fait le meilleur moyen, c'est de venir du coup mettre des volets ou des stores. Donc normalement, souvent dans les bureaux, il y a des stores qui sont présents. Et donc la gestion de ces stores-là, elle est très importante. Il faut les maintenir baissés au maximum. Donc quand on a des systèmes automatiques pour la gestion des stores, on peut programmer un abaissement des stores pour l'ensemble du bureau, donc voilà, à certaines heures de la journée. L'idée, c'est que en fait, les stores soient maintenus baissés le plus longtemps possible. Et si jamais des bureaux sont occupés que partiellement, ça permet du coup de les baisser après le passage des collaborateurs. Et au moins, on limite au maximum les apports solaires et donc le réchauffement du bureau, quoi. Oui, effectivement, tu fais bien de le préciser, Marin. Je rebondis là-dessus aussi en disant qu'on a amené aussi à visiter souvent des bâtiments sur lesquels on a pas mal de plateaux, de bureaux, des étages vides sur des bureaux qui ne sont pas loués. Donc là, l'idée, pareil, en été, c'est de pouvoir maintenir les stores de ces étages bien fermés afin d'éviter que le rayonnement solaire fasse monter en température le bâtiment. C'est ça. Donc, si on cumule la gestion des stores optimisée avec potentiellement des films solaires lorsque les stores sont relevés, on va permettre vraiment de soulager les systèmes de clim qui ont, comme je disais, pas des puissances infinies et qui pourront jamais de toute façon combattre les radiations solaires. Quelles tendances relatives au froid sont à surveiller dans les prochaines années ? Dans les années à venir, il va être primordial de surveiller les fluides frigorigènes qui font fonctionner nos systèmes de froid et de climatisation. Et parmi les fluides frigorigènes les plus couramment utilisés dans le domaine tertiaire, on va retrouver les types classiques R404, 134 ou R410.
Donc, ces fluides, ils sont visés par une réglementation européenne, qui est la F-Gaz. Donc, très brièvement, la F-Gaz, c'est une réglementation qui a été mise en place en 2015 et qui a pour objectif de réduire progressivement l'utilisation et la commercialisation des fluides frigorigènes qui ont un impact significatif sur le réchauffement climatique. Donc, ces fluides vont se faire donc de plus en plus rares et fatalement de plus en plus chers, d'où la nécessité d'anticiper, de se tourner vers des solutions plus respectueuses de l'environnement. Donc pour ça, n'hésitez pas à consulter les fabricants et les fournisseurs pour obtenir des recommandations sur les alternatives proposées. Mmh. Et ouais, au niveau des tendances aussi, pour les prochaines années, on entend pas mal parler des réseaux de froid urbain. Donc à l'image des réseaux de chaleur, en fait, c'est des réseaux d'eau glacée qui vont alimenter différents immeubles à l'échelle d'un quartier ou même d'une ville entière et qui vont permettre du coup d'alimenter en eau glacée donc les immeubles pour les climatiser. C'est assez vertueux les réseaux de froid ou de chaleur d'ailleurs. En fait, sur plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est la mutualisation des machines. En fait, au lieu d'avoir chaque immeuble qui a son propre système de clim avec du coup un petit compresseur, le fluide frigorigène et tout ça, en fait là on a des professionnels qui ont on va dire une centrale de production de froid. Donc c'est on va dire sur le même principe, la même machine, mais en beaucoup plus gros, en beaucoup plus efficace à l'échelle industrielle et donc qui va permettre de délivrer du froid de manière vraiment optimale. Donc voilà, c'est l'idée de mutualiser les machines et après donc ça simplifie la maintenance pour tous les immeubles derrière. Enfin, il y a plein de sujets intéressants derrière tout ça. Donc ça peut être intéressant justement si vous avez des problèmes dans un futur proche avec le fluide réfrigérant de votre système CVC. Donc là-dessus, il y a une carte qui existe, qui permet qui répertorie en fait tous les réseaux de chaleur et les réseaux de froid qui existent actuellement en France et également qui sont en construction ou qui sont prévus. On arrive à la fin de ce deuxième épisode de podcast. Merci Marin, merci Karim. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, vous trouverez dans le lien en description un guide de l'énergie management. À très bientôt sur le podcast What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo.